Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous parler du Fantôme de l'Opéra. Le Fantôme de l'Opéra, c'est une comédie musicale de Andrew Lloyd Webber. Cette pièce raconte une partie de l'histoire de l'Opéra de Paris qui était soi-disant hantée par un fantôme. Bon, la plupart étaient un peu sceptiques, mais certains y croyaient, dont Christine, notre personnage principal, puisque le fantôme qu'elle prend pour l'ange de la musique que lui aurait envoyé son père après sa mort, va lui donner des cours de chant et grâce à ça, elle va vraiment s'élever au rang de prodige. Enfin voilà, le fantôme va tout faire pour mettre Christine sur le devant de la scène, en plus de toutes les autres conditions qu'il va émettre à sa location un petit peu forcée de l'opéra, qui mettra pas tout le monde d'accord, mais soit. Et du coup on va principalement suivre l'histoire de Christine et voir sa relation avec le fantôme, l'impact qu'il va avoir sur elle, découvrir un peu qui est ce fantôme, qu'est-ce que c'est une vraie personne, est-ce que c'est une entité. Mais bon voilà, comme je l'ai mentionné, le fantôme il n'est pas juste là pour donner des cours de chant à Christine, il va avoir un plus gros impact que ça sur l'opéra, qui va pas forcément être évident pour tout le monde. Et donc on aura pas mal de personnes qui vont enquêter sur ce fantôme parce qu'à un moment il commence à un petit peu casser les uns, dont Raoul, le fiancé de Christine, qui va pas trop aimer l'impact que le fantôme va avoir sur elle parce que lui il se dit mais les fantômes, les anges de la musique, ça n'existe pas, c'est forcément un vrai type. Et savoir qu'il y a un vrai type qui emmène Christine faire je sais pas quoi, je sais pas où. Ouais, chelou comme histoire. On va enquêter là-dessus parce que là elle se fait clairement manipuler par un taré. Ouais, en gros c'est ça l'histoire. Et le Fantôme de l'Opéra, c'est vraiment une comédie musicale emblématique dans le monde des comédies musicales, si pas la plus emblématique. En tout cas c'est clairement une des comédies musicales les plus emblématiques. C'est une pièce sur laquelle il y aurait plein de choses à dire, mais je garde tout ça pour le musical review que je ferai indéniablement dessus un jour. Mais là on va parler de la version que j'ai vue à Anvers en février 2025. Alors c'était pour moi une totale découverte de la pièce. Bien sûr je connaissais déjà l'histoire, j'avais eu le bouquin, j'avais vu des autres adaptations, j'avais vu la captation de la comédie musicale originale, mais malgré tout, malgré mes nombreux voyages à Londres et depuis le temps qu'elle est jouée non-stop là-bas, ça fait genre 25 ans, un truc comme ça, peut-être même plus, je ne sais plus trop, mais je l'avais jamais vu en vrai. Voilà, et du coup là c'était vraiment une énorme découverte. Je veux dire, il l'a joué à Anvers, près de chez moi, en anglais en plus. Je me dis ok, ça va vendre du lourd, surtout que c'était dans le même théâtre où j'avais vu Les Misérables à Anvers. Si vous avez vu ma critique dessus, vous saviez que la mise en scène était ouf. Bien sûr c'est pas la même troupe, mais c'est pas des petits trucs de merde qui sont joués dans ce théâtre, donc j'avais plutôt bon espoir concernant la qualité du spectacle, même si c'est pas la version jouée à Londres. Je m'étais dit ok, je sens que ça va être une dinguerie, les places sont parties super vite, ça a même été prolongé, donc je me dis ok, ça vend du très lourd, j'ai de hautes attentes, j'espère que ce sera à la hauteur tout simplement. Et du coup on va parler de la pièce à travers cette adaptation. Alors on va dans un premier temps tout de suite parler de l'esthétique de la pièce qui était toujours absolument magnifique. Il n'y a jamais rien qui était laissé au hasard, que ce soit au niveau des décors ou des costumes. Même quand il s'agissait de costumes ou de décors qu'on voyait que pendant un passage, c'était magnifique, même si on n'allait plus jamais revoir ça après. Tout était dans les détails tout le temps. Par exemple, le passage de la chanson Masquerade, un passage lors duquel il y a une fête à l'opéra. Et du coup, là, on a affaire à tous des costumes un peu plus fantasy que d'habitude. Et on les voit avec ces costumes que pendant ce passage-là, que pendant une chanson. Et tout est tellement beau, les vêtements sont bien coupés, les couleurs sont belles, ça brille, c'est esthétique, c'est original, c'est très varié aussi. Idem pour les décors, le décor de la chambre de Christine, on a sa table de chevet qui est face à une espèce de grand miroir ovale. C'est la seule fois où on voit vraiment ce décor de chambre au début de la pièce. Après on rentre plus dans la chambre de Christine, et pourtant là pareil, tout est tellement détaillé. Et puis en plus, comme l'histoire se déroule dans un opéra, on a parfois des moments où dans le canon de l'histoire, les gens sont en train de jouer sur scène. Dans l'histoire, c'est une espèce de mise en abîme si vous préférez. Et là, pareil, tous les décors qu'on a, c'est pas le genre de décor habituel qu'on a tout au long de la pièce. On a vraiment des décors d'opéra un petit peu vintage, où il y a tout qui est peint sur du plaqué en bois, j'imagine. On fait vraiment la différence entre ces décors là et les décors de la vraie vie dans le canon de l'histoire. Tout est vraiment pensé, tout est vraiment réfléchi, ou bien toujours dans leur spectacle d'opéra. Il y a un moment au début de l'histoire, on a un gars qui arrive sur un espèce d'éléphant géant à roulettes. L'éléphant il est magnifique, et c'est un truc qui n'est pas réel, c'est pas un vrai éléphant dans l'histoire, c'est un faux éléphant dans l'opéra qui sont en train de jouer dans l'histoire. Et du coup on le voit juste passer pour cette répétition de leur pièce là, et puis on le revoit plus. Et c'est comme ça pour tous les décors, on s'en fiche si c'est juste pour une petite scène, si c'est un décor giga emblématique. Tout est vraiment
précis et magnifique, il n'y a rien qui est laissé au hasard, genre vraiment tout est trop beau en fait. J'ai beaucoup aimé le fait que Christine soit blonde dans cette version. Dans toutes les autres versions du Fantôme de l'Opéra, on a l'habitude de la voir avec les cheveux châtain, roux, brun, même là ici elle a les cheveux bruns. Là c'était la première fois que je voyais une Christine blonde, ça m'a fait assez plaisir parce que c'est comme ça qu'elle est écrite dans le bouquin en ayant les cheveux blonds. Donc c'est vraiment cool qu'ils se soient pas juste basés sur la pièce de base sans vraiment se poser de questions, qu'ils aient vraiment voulu faire leur interprétation de l'histoire originale. Pareil pour Eric, il avait aussi un autre petit changement, donc Eric le fantôme. En général, dans toutes les représentations que j'ai vues, même dans le film, il a toujours son masque de ce côté-ci de son visage, donc du côté droit, connaître sa gauche et sa droite, c'est bien. Et là, à l'inverse, il avait son masque du côté gauche. Sachant que là, il y a personne qui a vraiment juste, entre guillemets, parce que dans l'histoire originale, son masque couvre tout son visage. Donc voilà. Alors du coup, pourquoi avoir fait toujours un demi-masque du côté gauche et pas du côté droit? Je crois que c'était surtout pas juste du changement pour faire du changement en mode ouais vous avez vu, nous on l'a mis de l'autre côté, on est différents nous, ouais. À mon avis c'était surtout une question de mise en scène en fonction des différents passages, que Eric soit face public du profil droit ou du profil gauche à des moments qui requéraient que le public voit son masque et d'autres qui requéraient que le public voit plus son visage. À mon avis c'est par rapport à la mise en scène qu'ils ont décidé de mettre le masque de l'autre côté parce que ça donnait mieux, ou sinon ils devaient inverser des trucs, j'imagine. En tout cas moi je trouvais que c'était bien géré, les moments où on voyait de profil côté masque et les moments où on voyait de profil côté visage, je trouvais que c'était des bons choix. Donc à mon avis le masque a effectivement été fait en fonction de ça. Enfin ouais voilà, vraiment au niveau esthétique, décor, costume, que des bonnes idées. Vraiment ils ont fait leur version et on voit que tout a vraiment été pensé de manière logique pour offrir la meilleure expérience aux spectateurs, et ça marchait de ouf. Maintenant parlons de la mise en scène en elle-même. Absolument tout était fait pour te mettre dedans dès le début. Moi personnellement, mon passage préféré de toute la pièce, et pourtant je vous en parlerai juste après, mais vous constaterez que c'est une pièce avec vraiment plein d'idées de mise en scène et plein de tableaux emblématiques et vraiment impressionnants, voire même bluffants. Et pourtant, malgré tout ça, mon passage préféré de toute la pièce, c'est le tout début de l'histoire, vraiment à l'intro, quand le rideau est encore fermé. Il y a juste des personnages qui présentent un petit peu le début du spectacle devant les rideaux avant même que la pièce commence vraiment. C'était ce passage-là, mon passage préféré. Alors, pourquoi? On arrive dans la salle, on est face à la scène et donc, comme je le disais, le rideau est fermé. Tout autour, on a un cadre qui évoque les loges de l'Opéra de Paris, dont la fameuse loge numéro 5, la loge qui est louée indéfiniment par le fantôme à notre gauche, et une autre loge dans laquelle on verra défiler d'autres personnages tout au long de la pièce. Mais bon, ça, le spectateur peut un peu s'en douter en voyant le décor, mais on ne le sait pas vraiment encore vu que la pièce n'a pas commencé. Ensuite, on a plusieurs personnages qui arrivent devant le rideau sur le devant de la scène, un gars en chaise roulante et un gars qui vend des objets en enchère. Là, il nous fait clairement comprendre qu'on est dans l'Opéra de Paris après sa fermeture, après le drame du fantôme, vraiment moult années après. Et ils vendent tous des objets ayant appartenu à l'opéra, des objets un petit peu emblématiques de cet Opéra de Paris. Et le vieux monsieur en chaise roulante, on sait pas qui c'est, mais en tout cas c'est un gars qui participe aux enchères et qui a l'air du coup plus ou moins intéressé par l'opéra, et du coup on se doute que c'est pas un vieux random, qu'au fur et à mesure de l'histoire on va comprendre qui c'est. Et donc voilà, les enchères se déroulent, le gars propose des trucs, le vieux il est intéressé par certaines choses ou pas, et c'est là qu'il propose une boîte à musique qui joue la chanson Masquerade, mais version boîte à musique avec un petit singe sur le dessus. Et là d'un coup on voit le vieux qui remarque la boîte et qui se lève, enfin il commence à se lever du peu que ses membres lui permettent. On voit qu'il a l'air touché, éberlué de voir cette boîte. On sent que ça ravive des souvenirs forts en lui. On se dit ok, la boîte va être importante, ça va avoir un lien avec lui. Ok, donc du coup il l'achète immédiatement. Il demande même au gars qui fait les enchères de lui donner la boîte instantanément sur ses genoux. Il la veut. Là c'est the boîte à musique. Alors c'est pas ça le passage qui m'a spécialement marqué, mais si j'en parle maintenant c'est parce que ça aura une importance dans la suite. Mais du coup continuons. Les enchères se déroulent et là on arrive à ce fameux passage qui est mon préféré de toute la pièce. Le maître des enchères nous présente un nouvel objet et il s'agit du lustre de l'opéra. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire savent que ce lustre a une grande importance, et donc déjà pour les personnes dans la salle qui connaissaient l'histoire, on le voit parler du lustre, on se dit oh, le fameux lustre est mentionné. Et puis c'est là qu'on se rend compte en fait quand il en parle que le lustre il est réellement au-dessus de nos têtes. C'est pas un lustre qui descend sur la scène devant nous. Le lustre est dans la salle au-dessus des spectateurs, vraiment au-dessus de nous, et on l'avait pas marqué. Enfin moi personnellement en entrant dans la salle je l'avais pas remarqué, certaines autres personnes l'avaient remarqué mais en croyant que c'était juste le lustre du théâtre.
Mais non, c'est pas un vrai lustre, c'est un lustre qui a été installé là pour le fantôme de l'opéra parce qu'il va avoir une importance plus tard dans l'histoire, j'en parlerai également. Et donc d'un coup, on lève la tête et on voit cet immense lustre au-dessus de nous. Et donc là, le maître des enchères nous explique que c'était le lustre de l'opéra, celui qui éclairait la scène. Il nous parle un petit peu de l'histoire du lustre, ce qu'il représente pour l'opéra de Paris. Et puis, c'est là qu'il nous fait entrer dans l'histoire. Et là vient le passage que j'ai préféré. Il se sert un petit peu du lustre comme moyen de nous faire revenir dans le passé pour nous raconter les fameux événements de l'opéra. Et donc il nous dit un truc du genre ce lustre a une histoire, nanani nanana, maintenant plongez avec moi dans cette histoire. Et là d'un coup, juste après qu'il ait fini sa phrase, il y a la musique du fantôme de l'opéra qui se met à jouer à l'orgue. Et au même moment, t'as le lustre qui s'allume, mais pas directement, vraiment. Petit à petit, il y a une ou deux ampoules qui clignotent, et puis certaines autres, puis certaines arrêtent de clignoter pour rester totalement allumées. Puis on a d'autres, enfin on voit que le lustre, il peine à s'allumer comme si il était vraiment en train de petit à petit remonter dans le temps, du temps où il était tout beau, tout fonctionnel, tout illuminé dans le passé, à l'époque des fameux événements du fantôme de l'opéra. On sent que d'un coup, on revient dans le passé. J'ai eu vraiment une image comme si on était dans un vieux opéra délabré et que d'un coup, il y avait un voile qui restaurait tout au goût du jour, que tous les vieux meubles devenaient tout beaux, tout lisses, tout neufs, avec ce lustre tout vieux, plus fonctionnel, qui d'un coup se rallume, retrouve sa beauté d'antan, avec la musique du fantôme de l'opéra à l'orgue. Ouais, bon, c'était beaucoup plus impressionnant dans la pièce que quand c'est moi qui le fais, bien sûr. Vraiment, ce passage, waouh, j'en ai eu des frissons. Ça te met dans une ambiance dès le début. La pièce n'a même pas encore véritablement commencé. Le seul petit point négatif que j'aurais à dire sur ce passage, c'était que ça durait un petit peu longtemps. Ils ont joué la musique en entier. Et du coup, il y avait un moment où le lustre, il est resté allumé, les rideaux restaient fermés et la musique continue à jouer et on attendait juste que la pièce commence, quoi. C'était très épique et tout, mais je crois que l'excitation aurait mieux marché si ça avait été un petit peu moins long. Mais bon, maintenant, entrons véritablement dans la pièce, donc de ce qu'il y avait sur scène. Si on avait tous ces décors divers et variés dont j'ai un peu parlé vite fait juste avant, on avait un truc principal, comme c'est souvent le cas dans les comédies musicales. En l'occurrence, c'était un espèce de mur oblique qui tournait à certains moments. Et d'un côté de ce mur oblique, on avait l'extérieur des pièces, on va dire. On est toujours dans le théâtre, j'ai l'impression, mais un peu dans les coulisses, dans les backstage du théâtre. On a un mur de briques sans papier peint, un long escalier qui descend. Généralement, on s'en sert quand vraiment les personnages sortent du théâtre, par exemple dans le repère secret du fantôme. Et donc voilà, on a ces escaliers qui sont vraiment, pour moi toujours dans le théâtre, mais vraiment une sorte de passage secret entre deux parois de mur si vous voulez. Et de l'autre côté de ces escaliers, on a divers décors qui vont s'accrocher. Pour donner un exemple, on a ce fameux mur oblique côté pas escalier, côté creux, on va dire ça comme ça. Au début de la pièce, on est dans la chambre de Christine, il y a son grand miroir, puis elle va sortir de sa chambre par un passage secret. Là, le décor va se tourner, on va la voir descendre les escaliers, et puis le décor va se retourner face à nous de nouveau côté creux. Et là, le décor, c'est plus le décor de sa chambre, c'est le décor de la chambre du fantôme. Et voilà, on a toujours ces escaliers qui servent de transition, et à chaque fois, quand le décor se retourne, on a un autre décor qui est accroché au creux de ce grand mur. Parfois, comme je disais, c'est la chambre du fantôme, parfois c'est le toit de l'opéra. Et c'est vraiment impressionnant de voir le mur qui se retourne avec à l'arrière un décor, et puis juste après, un autre décor, surtout que c'est vraiment des décors immenses, encore une fois très travaillés, magnifiques. À chaque fois que ce mur se retournait côté escalier, côté briques, on n'avait qu'une hâte, c'était de voir quel nouveau décor incroyable il nous allait être présenté quand il allait de nouveau se retourner. Et puis en dehors de ça, la mise en scène était aussi vachement variée. On n'avait pas que cet escalier qui se tourne et puis qui se retourne et oh là là, les décors sont jolis et ça fait le taf. Tout était vraiment très diversifié. Par exemple, je parlais du fameux lustre. Il y a un moment où il y a un accident qui se passe à l'opéra, le lustre tombe sur quelqu'un. Là, du coup, vous l'avez vu venir, le lustre qui est au-dessus de nos têtes, il tombe sur nous. Et évidemment, pas littéralement, il s'arrête juste au-dessus. Pour les personnes qui devaient être pile vraiment en dessous du lustre, voir d'un coup ce lustre tomber au-dessus de ta tête, ça devait être un petit peu flippant. Surtout que c'est ça qui finit l'acte 1, t'as le lustre qui tombe avec les lumières qui clignotent, t'as de la fumée et puis boum, le noir parce que fin de l'acte 1. Waouh. Ouais, j'avais payé pour voir une comédie musicale, moi, pas pour faire une attraction à sensation, ouais, dis donc. Ça pour moi c'est vraiment la partie la plus originale, la partie la mieux pensée, de mettre le lustre au-dessus des spectateurs. C'est la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. D'ailleurs, je crois que ça a été fait dans pas mal des représentations.
à juste titre, parce que le lustre qui tombe sur la tête des comédiens, il faut évidemment le mettre au-dessus de notre tête à nous. C'est encore mieux. On a aussi par exemple toutes les apparitions du fantôme qui sont toujours très bien pensées, toujours très différentes les unes des autres. Enfin très différentes. Oui et non. Oui et non, oui et non. Disons qu'il adore se cacher dans les miroirs. Hein. Par exemple dans le passage de Masquerade, au fond on a une cheminée. Ah oui ça aussi d'ailleurs c'est super bien pensé. Donc on a le mur du fond avec la cheminée. Au-dessus de la cheminée on a un miroir. Et puis le mur du fond il peut s'avancer. Sachant que le décor de Masquerade n'est pas le décor de l'opéra qu'on a l'habitude de voir. Là pour Masquerade on est dans une grande salle miroir qui ressemble un peu, enfin qui fait un petit peu penser à la galerie des glaces au palais de Versailles. Donc les murs sont tout dorés, on a plein de miroirs sur les côtés avec ce mur du fond avec la cheminée dorée également. Et le miroir au-dessus de cette cheminée. Déjà t'arrives dans ce décor, tu te dis ah ouais vraiment belle salle de bal machin. Et puis ce mur du fond qui s'avance vers toi. On s'y attend pas forcément et l'effet marche vraiment. Et donc quand il s'avance t'as de la fumée qui arrive. Et bah vous l'avez vu venir, le miroir au-dessus de la cheminée c'est en fait une porte dérobée par laquelle le fantôme arrive et apparaît tout à coup également en costume. Et du coup voilà ça surprend tous nos personnages. D'ailleurs petit point costume pour le fantôme là, je reviens dessus. Le costume du fantôme à ce moment là c'est un costume rouge un peu emblématique du fantôme de l'opéra. Dans la plupart des représentations, il a vraiment un masque de squelette, un énorme chapeau, un vêtement qui fait voilà très fort penser au costume que portent les gens durant la fête des morts au Mexique. Et là c'était pas trop basé là-dessus et du coup ça manquait l'énorme chapeau. Je me dis ah il n'y a pas l'énorme chapeau, mais bon ça c'est juste mes goûts personnels hein, c'est pas un point négatif, c'est juste c'est moi, voilà. Mais son costume était vraiment magnifique. Mais du coup j'en reviens à cette fameuse galerie des glaces parce que le fantôme il arrive du miroir au fond, mais c'est pas le seul. Tous les miroirs sur les côtés étaient en fait des portes par lesquelles les personnages entrent et sortent au début et à la fin de la scène. Ça crée vraiment un dynamisme magnifique, sachant qu'ils du coup ils se reflètent sur les miroirs avec leurs costumes, avec la chorégraphie, avec les décors. Le tout, t'as l'impression d'être dans un autre monde, c'est magique, c'est féerique. Mais du coup, j'en reviens à ce que je disais par rapport au fantôme qui adore sortir des miroirs. La chambre de Christine, donc je disais qu'il y avait un énorme miroir juste à côté de sa table de chevet. Si au début, on voit clairement que c'est un miroir et on se dit que c'est juste un miroir parce qu'on voit limpidement Christine se refléter dedans, juste après, par un jeu de lumière, on voit le fantôme qui apparaît derrière le miroir. Et puis là, le fantôme ouvre le miroir et emmène Christine par ce fameux passage secret vers son univers à lui. Et là, on a la scène la plus emblématique du fantôme de l'opéra. Donc le passage où on voit pour la première fois le fantôme emmener Christine dans son antre, le passage où il chante la chanson du fantôme de l'opéra, donc la même qui était jouée à l'orgue au tout début. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui, même s'ils n'ont jamais vu la pièce, connaissent cette chanson. In sleep he sang to me, in dreams he came. Ouais bon bref, la chanson de la pièce quoi. Et voilà, s'il y avait un passage qui devait vraiment nous en mettre plein la vue, c'était celui-là. Et je trouvais que globalement il marchait bien parce qu'il arrive relativement au début de l'histoire, donc on n'a encore jamais vu ce fameux mur de briques qui tourne. Le jeu des passages secrets avec les miroirs, on l'a pas encore découvert. Enfin voilà, c'est vraiment la scène qui va nous familiariser avec la mise en scène globale de la pièce, qui va nous faire découvrir tout ce que la pièce est capable de nous montrer. Elle est vraiment là pour nous surprendre et je trouve qu'elle nous surprend relativement. Avec le jeu du fantôme qui d'un coup apparaît derrière le miroir et le miroir en fait c'est une porte qui peut ouvrir et il emmène Christine dans un passage secret. Et puis là d'un coup le mur se tourne et on voit Christine et le fantôme qui sortent du haut d'escalier et qui descendent les marches vers les bas-fonds de l'opéra, qui nous met dans les égouts de Paris dans lequel le fantôme de l'opéra a installé une barque qui va mener jusqu'à sa chambre. Et donc on voit vraiment avec toute cette fumée sur cette barque qui avance vraiment sur le plateau. Et pendant que la barque avance, on a ce fameux mur de briques qui continue de tourner pour nous montrer le décor qu'il cachait, qui n'est évidemment plus la chambre de Christine mais la chambre du fantôme. C'est vraiment son repère secret et ça c'est le décor le plus emblématique. On a cette énorme orgue dans le fond, des bougies partout, plein d'objets divers et variés disséminés sur le sol, dont la fameuse boîte à musique du début. Ah, vous avez vu le fusil de Tchekhov, subtil. Et non, vraiment, globalement, le passage, il marchait très bien. Et je trouve que de manière générale, la mise en scène marchait bien. Pourquoi je dis bien comme ça? Parce qu'il y a certains passages qui m'ont laissé un petit peu plus dubitatif. Mais ça, c'est surtout en lien avec les chansons. Il y avait des trucs que je trouvais moyens. Mais du coup, parlons d'abord des chansons dans leur globalité. Ça doit être une comédie musicale et pas un opéra, ni même un opéra rock, voilà. Vu que l'histoire se passe dans un opéra, on a beaucoup de chansons qui sont des chansons d'opéra parce que c'est des moments où les personnages jouent leur opéra. Mais même en dehors de ça, il y a beaucoup de chansons qui font très chansons d'opéra. Pour chanter des chansons d'opéra, vu qu'on est dans un opéra, ils ont dû prendre des chanteurs qui savent chanter à la manière de l'opéra. Est-ce que c'est tous des chanteurs d'opéra à la base? Ça je pourrais pas le dire. En tout cas Christine, j'ai pas vraiment l'impression.
Peut-être que si, en fait, j'en sais rien, je suis pas assez calé en opéra pour pouvoir dire ça. Mais tout ça pour dire que la plupart des chansons de la pièce, même quand ils n'étaient pas en train de jouer de leur opéra, ça faisait un peu chanson d'opéra, pas tout le temps, c'était un petit peu un espèce d'entre-deux entre des chansons de comédie musicale et des chansons d'opéra, et j'ai trouvé que cette espèce de flou, que la frontière entre les deux était vraiment pas très nette. Et j'ai trouvé que ça marchait bien pour cette histoire-là, vu que c'est une histoire qui parle quand même d'un événement marquant de l'Opéra de Paris. C'est un bel hommage que les chansons du Fantôme de l'Opéra soient des chansons qui font un petit peu opéra, mais pas trop, parce qu'on est quand même pas venu voir un opéra, on est quand même venu voir une comédie musicale. Enfin vraiment, je trouve que de manière générale, l'entre-deux des chansons est bien géré. La barrière entre les deux marche très bien. Mais ça, globalement, ils ont rien vraiment changé à Anvers, hein. C'est le cas dans les chansons à la base. Tout ce que je peux dire par rapport aux chansons d'Anvers, vu que c'était exactement les mêmes que la pièce originale, c'est que tout le monde chantait extrêmement bien, ils étaient tous bien castés, ils jouaient très bien en chantant, on voyait vraiment les émotions qu'ils pouvaient retranscrire, ils étaient très sincères. Non, vraiment, ça marchait bien. Et autant j'avais un peu reproché ça dans Notre-Dame de Paris, où quand c'est des chansons qui pètent, parfois on est plus dans la technique vocale que vraiment dans le jeu. Là, je trouvais que c'était bien géré à ce niveau-là. Ils étaient pas juste techniques, même les chansons qui pètent à mort, parce que le Fantôme de l'Opéra, toutes les chansons sont extrêmement dures à chanter. C'est presque des chansons d'opéra, hein, comme je le disais, c'est vraiment des techniques différentes. Parce que je parlais de l'entre-deux style musical pour les spectateurs, mais aussi pour les comédiens. Chanter de l'opéra et chanter de la variété, je dis pas que les chansons de comédie musicale sont des chansons de variété, mais c'est quand même deux techniques différentes. Et là, le fait qu'il y ait vraiment ce mix entre les deux dans une même chanson, c'est vraiment, ça rend toutes ces chansons vraiment pas évidentes à chanter. Et donc là, non seulement techniquement ils étaient au point, mais en étant au point techniquement, ils jouaient magnifiquement bien. Tout était nickel à ce niveau-là. Mais du coup, tout semble parfait. Qu'est-ce que j'aurais à reprocher à tout ça? Pour moi, le point faible de cette comédie musicale que j'ai été voir à Anvers, c'est que vraiment beaucoup de chansons sont trop explicatives. Dans le sens où ça raconte un fait, ça pose un événement, mais ça pose l'événement pendant 3 minutes, et pendant 3 minutes, du coup, il n'y a pas vraiment d'évolution, ni en termes de texte, ni en termes de mise en scène, et du coup, ça crée des passages qui semblent un petit peu lents, ça marche pas trop. Je parlais du passage emblématique de la chanson du Fantôme de l'Opéra, j'avoue qu'il marchait pas de ouf au début. Je parlais du passage lors duquel le fantôme, après qu'il ait emmené Christine dans son passage secret à travers son miroir, avec cet escalier qui descend, on le voit qui descend et qui emmène Christine vers la barque. La barque, elle arrivera tout de suite, et la descente, elle se fait pas en 10 secondes. Ah non, ça dure bien 2 bonnes minutes sur cet escalier. Bien sûr, il fallait le temps qu'il change de décor derrière, mais je trouvais que c'était un peu bizarre parce que la chanson, elle est incroyable, elle est giga épique, et pendant qu'ils sont là, sing once again with me, il se passe rien, ils sont juste là à se regarder dans l'escalier, puis il y en a un qui monte et puis l'autre qui descend, puis hop, on a changé de place, et on a rechangé de place, et ils jouent comme ça sur cet escalier pendant au moins 2 bonnes minutes à chanter un truc tellement épique alors qu'il se passe rien, ils sont juste là à monter, descendre sur l'escalier. Je trouvais que c'était trop long, ce passage de l'escalier, ça a mis franchement du temps avant que la barque arrive et qu'ils descendent vraiment et que ça continue vraiment. J'aurais espéré que ce passage-là, toute la chanson soit vraiment toute la traversée d'une part de l'opéra, puis des égouts, pour que tout mène à la chambre du fantôme. Et j'ai trouvé que le rythme était un peu cassé par ce jeu de changement de place sur l'escalier où il se passe rien. Surtout que, comme je disais, ils chantent une chanson tellement épique et puis ils sont là, sur l'escalier. Voilà, il y a plusieurs autres passages comme ça également, comme par exemple The Point of No Return. C'est une chanson que j'adore, lors de laquelle Christine joue son opéra, et à partir d'un moment son partenaire de jeu arrive sur scène, mais on se rend vite compte que en fait sous le costume c'est pas son partenaire de jeu, c'est Eric qui a pris sa place. Et du coup il lui chante Past the point of no return, enfin voilà, le point de non-retour, t'es à moi. C'est une chanson très dramatique, très un peu envoûtante, un peu mystérieuse, un peu inquiétante aussi. Elle est très très belle. Mais voilà, pendant les 3 minutes de la chanson, on a juste les deux qui sont là à se passer la balle en chanson, à se tourner autour de la table, sur scène. Et ça n'avance pas. Il se passe pas grand chose. Au début ça marche, mais ça reste comme ça pendant toute la chanson. Genre le jeu du fantôme qui arrive menaçant, qui est d'un côté de la table, qui est sur scène, Christine qui est de l'autre côté, et puis ça se tourne autour pendant toute la chanson, sans qu'il se passe rien, et je trouve ça un petit peu dommage. Et c'était le cas pour certaines autres chansons aussi, qui globalement expliquaient la situation pendant trop longtemps sans aucune avancée, que ce soit comme je disais en termes de paroles, ni même en termes de mise en scène. Voilà, on était un peu souvent en mode oui, c'est ça qui se passe. Ouais, tu l'as déjà dit.
Effectivement, oui. J'exagère, hein, franchement, c'était pas si choquant que ça, et ça en fait pas une mauvaise pièce, hein. Je dirais pas du tout que la mise en scène de la pièce est bancale par rapport à ça, hein. C'était un spectacle incroyable avec une mise en scène folle, mais voilà, ça m'a laissé un petit peu... Ah, c'était pas parfait à ce niveau-là. Sinon, pour rester dans les points négatifs, il y a deux petits trucs en termes d'histoire qui m'ont un petit peu perturbé. Le premier truc, à la fin de la pièce, donc le moment où tout pète. Quand je dis tout pète, je veux dire que c'est le moment où le fantôme, il s'est beaucoup trop attaché à Christine. Cette fois, il l'a emmenée chez lui, mais il veut plus la laisser repartir. Raoul qui mène son enquête, il découvre le repère du fantôme. Enfin voilà, une fin un petit peu prévisible. On se doute qu'à un moment, tout ça va péter. D'une manière ou d'une autre, qui vont tous se retrouver confrontés. Et donc, t'as Raoul qui arrive pour libérer Christine, mais vu qu'il est pas doué, il se fait prendre par le fantôme. Et le fantôme, il dit à Christine, ok, si tu veux pas que Raoul meure étranglé par la corde que je lui ai mise autour du cou, tu dois te marier avec moi. Et Christine, qui veut sauver Raoul, son fiancé, elle lui dit, bon d'accord, je me marie avec toi, je vais rester là, j'accepte de t'épouser. Et le fantôme, il fait, bon d'accord, du coup, il va libérer Raoul. Et après qu'il ait libéré Raoul, d'un coup, il est là en mode... Va-t'en, Christine, pars avec lui. Rédemption soudaine. Ok, d'accord. Bon, c'est peut-être lié au fait qu'on ait entendu du grabuge dans l'opéra et qu'il se dit ok, on va venir m'attraper, j'ai plus aucun espoir, je veux pas entraîner Christine là-dedans, donc pars avec Raoul. Mais je trouve que ce changement soudain est vraiment très perturbant. Surtout que la pièce se finit comme ça. Ça nous laisse un peu sur notre faim, genre la scène dramatique, genre les enjeux drama. Ils ont duré 2 secondes quoi. Voilà, la menace, Raoul qui va mourir, oh mon dieu. Christine fait d'accord, je t'épouse. Et il est à peine libéré que bon c'est bon, pars avec lui, c'est bon. Je trouve que le changement est trop soudain. Et surtout pour une scène finale, les enjeux ils tombent un petit peu à plat. Et déjà qu'ils ont pas duré très longtemps, on s'est dit ok la menace, voilà. Alors évidemment, le fantôme de l'opéra, pour plein de raisons que je vais pas spoil, c'est un être très lunatique, il a été traumatisé par plein de trucs et ce gars il est complètement malade dans sa tête. On a tendance à un petit peu le romantiser lui là, mais il est cinglé. Eric, il va pas bien dans sa tête. Et du coup ce revirement soudain, ce changement d'avis, c'est pas totalement incohérent avec son côté très lunatique, presque un peu bipolaire parfois. Mais le souci c'est que là dans la comédie musicale, pas un seul moment il nous a été décrit ni présenté comme ça. On l'a toujours vu que comme un être pas forcément bien attentionné, mais toujours quand même un minimum sain d'esprit. Il tente quand même de tuer plusieurs fois des gens, donc sain d'esprit je dirais pas ça. Enfin je veux dire, les tentatives de meurtre, c'est un indice suffisant pour montrer que quelqu'un va pas bien dans sa tête. Mais il ne l'a jamais été présenté comme on le voit à la fin, et le voir d'un coup complètement péter un câble et se comporter comme un fou furieux, comme un mec complètement perdu. Je trouve que, ouais, voilà, sur le coup, ça fait un petit peu bizarre. Et ça m'aurait peut-être moins choqué si la pièce se finissait pas comme ça. Mais là, du coup, c'est vraiment les enjeux finaux qui... il y en a plus. Et voilà, fin de l'histoire. Maintenant, le dernier truc dont il faut parler, la boîte à musique. Alors, je vous avais dit qu'on l'avait revu plus loin dans la pièce, dans les décombres, dans la chambre du fantôme. C'est le seul moment où on la revoit dans la pièce. Je veux dire, le spectateur fait le lien tout seul entre la boîte à musique qui est là parmi les décors et la boîte à musique qu'on a vue au début. Je veux dire, on n'est pas aveugle, on voit les décors, on sait que c'est la même. Mais à aucun moment on en reparle de manière claire pour nous faire comprendre qui était le mec au début. Alors, il n'y a pas 36 possibilités, soit c'est le fantôme, soit c'est Raoul. Ça peut pas être le fantôme parce qu'en dessous de son masque il est défiguré. Le gars au début n'avait pas de masque, du coup... ça pouvait pas être le fantôme parce que le gars avait l'air totalement normal. Mais du coup ça peut être que Raoul. Seulement il y a un problème. Qu'est-ce que Raoul en a à foutre de la boîte à musique? Je veux dire, c'est un objet qui était dans la chambre de Eric, donc qui a appartenu à Eric. Raoul il va qu'une seule fois dans cette chambre à la fin de la pièce quand il veut libérer Christine. Il fait même pas gaffe à la boîte à musique qui était juste là en fond. Pourquoi ça lui serait important? Surtout que la boîte à musique n'a pas appartenu à Christine qui l'aimait, ça a appartenu au fantôme. Pourquoi? En voyant cette boîte à musique, il était si en mode « Oh mon dieu, la boîte à musique !» Surtout que quand il est arrivé, il avait l'air de se focaliser sur Christine. Comment 50 ans après, il peut se rappeler d'une boîte à musique qu'il avait eu dans le fond d'un décor au milieu de plein d'objets dans la chambre du fantôme. Si ça avait été un élément emblématique de la chambre du fantôme qui avait vraiment été mise bien en avant, que Raoul aurait clairement vu en arrivant en se disant « Oh mon dieu, mais où je suis tombé, c'est quoi tous ces objets ?» Là, il aurait pu se dire « Oh mon dieu, ça me rappelle des souvenirs. » Mais là, le fait qu'elle soit posée comme ça dans la chambre du fantôme, je trouve ça trop bizarre que 50 ans après, il y ait Raoul qui s'en rappelle, qui non seulement s'en rappelle, mais en plus, elle est tellement touchée de la revoir cette boîte à musique, alors que... Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de cette boîte à musique? Ça aurait été bien plus logique que ce soit Eric qui soit là au début, et comme ça, en plus, on aurait pu se dire « Oh, en fait... » Si c'est peut-être Eric, ça veut peut-être dire qu'il est pas mort. Ça aurait pu ajouter un petit truc en plus, ça nous aurait fait susciter
de nouvelles émotions, ou à la limite, nous mettre même Christine en chaise roulante, mettre une vieille femme en chaise roulante, et là on aurait pu comprendre que c'était Christine, parce que elle, la boîte à musique, vu le temps qu'elle a passé dans la chambre du fantôme, elle l'a clairement vue, elle l'a même prise un moment dans les mains pour la jouer, elle a vécu des choses fortes avec le fantôme, elle avait vraiment une relation fusionnelle avec lui, presque une relation d'amour, un peu un amour interdit, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? C'est une relation très complexe que Christina a avec le fantôme, et donc ça aurait été logique que quand elle revoit cette boîte à musique, ça la touche profondément, mais en tout cas je trouve que Raoul s'excite autant pour cette boîte à musique, je trouve que ça n'a pas de sens, c'est trop bizarre. Ou alors c'est pas Raoul, mais alors là, je vois pas qui ça peut être. Enfin soit, c'était ma critique du fantôme de l'opéra que j'ai enfin vu. Oui, depuis le temps que je parle de comédie musicale, il était temps que je vois ce monument. Globalement, c'était incroyable. Voilà, il me semble qu'il y a un DVD de la captation qui existe. Alors si vous voulez découvrir cette histoire, je vous conseille d'aller voir la captation. La mise en scène de mes souvenirs, c'est un truc qui a été joué à Londres. Et c'est pas trop différent de ce que moi j'ai vu, donc ça vous donnerait un petit peu une idée du bazar. Et oui, c'était à l'époque où on faisait encore des DVD de captation de comédie musicale, maintenant c'est plus trop la mode. Même Rebecca, qui était un immense grand retour à Vienne, où ils ont des DVD de toutes leurs comédies musicales les plus emblématiques, sauf Rebecca, et pour son grand retour, est-ce qu'ils ont filmé pour faire un DVD? Non! Est-ce que je suis frustré? Est-ce que je change de sujet par frustration? Oui, ne digressons pas. Si certains d'entre vous ont vu cette version à Anvers, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce qui vous a marqué. Et même si vous avez vu d'autres versions jouées ailleurs, parce que c'est tellement connu, c'est joué un petit peu partout ce truc-là, n'hésitez pas à me dire un peu les différences que vous avez vues et tout. C'est super intéressant de voir les différences qu'il peut y avoir dans les différentes captations. Enfin bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager, ça me donne de la force. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner tout simplement si vous ne voulez rien louper pour la suite. Quant à moi, je suis super content de vous avoir enfin parlé du fantôme de l'opéra. Il était temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.